Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous accueillir au nom de l'IAE Lyon au sein de cet amphithéâtre Malraux pour relancer avec cette année universitaire le cycle philosophie et management. C'est un cycle qui nous tient vraiment à cœur. Nous sommes ravis avec acteurs de l'économie de pouvoir bien non seulement produire mais également pérenniser ce temps d'échange et de dialogue. Pour l'IAE Lyon, c'est essentiel parce que l'IAE Lyon, en tant qu'école universitaire de management, bien sûr, poursuit des missions à la fois de formation et de recherche, comme tout établissement d'enseignement supérieur. Mais nous pensons profondément que nous avons également un rôle d'agora, d'être un espace de rencontre entre des milieux scientifiques, institutionnels, socio-économiques, académiques. Et c'est essentiel sur la période actuelle d'avoir justement des échanges et d'avoir des lieux dans lesquels le sens puisse se construire également à travers des dialogues. Et donc, je suis ravi que nous redébutions cette année avec ce cycle, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est une journée symbolique au sein de l'Université Jean Moulin, vu que nous accueillons également le Festival de philosophie organisé conjointement avec l'École Normale Sup, et donc ça veut dire que c'est une journée autour des réflexions de philosophie sur le campus de la manufacture des tabacs, ce qui est vraiment merveilleux pour un espace universitaire. Alors, thématique de la délégation, c'est une belle et riche thématique parce que pour des managers, des futurs managers, des managers en activité, s'il est un point essentiel, c'est quand même d'arriver à savoir intégrer ce concept aussi de délégation, de le vivre, de le repenser tout au long de sa vie aussi de manager dans ses évolutions professionnelles et aussi dans ses fonctions de direction. Donc je suis certain que ces débats vont être riches entre nos experts que je remercie vivement d'être parmi nous aujourd'hui, puis également avec la salle, parce que le charme également de ce cycle, c'est d'avoir vraiment des très belles réflexions à la fois sur le plateau, mais également avec l'ensemble du public, que je remercie d'être toujours aussi nombreux au sein de ce cycle. Donc très beau débat et très bonne conférence à tous. Très bien, merci. Je vous demande d'applaudir M. Jérôme Rive, directeur de l'IAE. Merci. Alors effectivement, sujet tout à fait intéressant. On évoquait avec Laura en aparté aussi le plaisir que la philosophie s'invite dans ce type de sujet, parce que je crois qu'effectivement, dans un environnement où toutes les choses vont très très vite, le monde de l'entreprise change, la notion de trajectoire professionnelle, la notion de travail, la notion d'emploi sont des choses qui sont totalement bouleversées. Et est-ce que finalement le modèle, le style, l'organisation de l'entreprise n'est pas percuté par toutes ces évolutions? Et est-ce que ça ne re-questionne pas justement le sens même, l'idée même de déléguer? Alors, je suis allé faire une chose très simple, je suis allé voir dans le dictionnaire, parce que je trouve de temps en temps, de repartir de la base n'est pas inintéressant. Donc je suis allé dans le Larousse, pour ne rien vous cacher. Alors je vais essayer de retrouver ma définition. Voilà, déléguer pourrait se définir d'abord comme l'idée de représenter. Je suis en représentation. Pourrait se définir aussi comme l'idée de confier un pouvoir à quelqu'un. Donc c'est intéressant, la notion du pouvoir, le lui transmettre. On parle de délégation de l'autorité. Est-ce que l'autorité, c'est la même chose que le pouvoir? Enfin, il y a certainement plein de choses qui peuvent nous questionner, nous interpeller, sur lesquelles nous allons ensemble échanger. Si on reprend l'intitulé du document que vous avez reçu, qui présente cet échange, il y a un risque, il y a une peur, puisque j'ai lu, est-ce que finalement la délégation, ce n'est pas la perte de pouvoir, la perte de contrôle, la crainte d'un travail mal fait? Donc c'est qu'est-ce qu'on délègue et quel sens a cette notion de délégation? Voilà en gros peut-être des sujets sur lesquels nous pourrions, si vous en êtes d'accord, échanger. Alors en fait, on va le faire, si vous nous y autorisez, d'abord un petit peu entre nous. On va discuter à voix haute. Vous allez être, d'ailleurs on est dans une intimité excessive. Et puis en un deuxième temps, écoutez, vous viendrez partager, vous viendrez peut-être nous dire comment vous percevez nos réflexions. Je vais y arriver. Alors, pour vous en parler, j'ai deux personnes avec moi. J'ai Laura Lange, vous êtes philosophe, madame, et vous êtes, peut-être voulez-vous compléter, mais je vous trouve assez éclectique parce que j'ai été voir des supports, des petits sujets sur YouTube. On passe sur des sujets très différents, comme tout ce qui tourne autour des questions féminines, tout ce qui tourne autour de l'entreprise. Il y a plein de choses. Vous êtes curieuse.
Alors, bonjour à tous, je me présente brièvement, donc je m'appelle Laura Lange et j'ai fait de la philosophie. Donc là, il y a le festival de philosophie, donc ça me rappelle un petit peu ce temps-là. J'étais d'ailleurs tout à l'heure dans un local et je cherchais les toilettes et on m'a dit « mais vous êtes étudiante, vous n'avez pas à être là ». Je ne suis plus étudiante, néanmoins encore en Mais vous l'avez doctorat pris comme en un partie. compliment quand même. Je l'ai pris comme un compliment. Et donc du coup, donc je fais de la philosophie, donc je suis en doctorat toujours, et j'ai à cœur, en tout cas à titre personnel, ce que m'apporte la philosophie, c'est plutôt un éclairage pour penser différentes problématiques contemporaines, fut-elles personnelles, familiales, professionnelles, voilà, différentes choses. C'est plus la méthodologie, donc on reprendra, si vous voulez l'image, vous vouliez aussi en parler. C'est plutôt la méthodologie de la philosophie que j'aime à transmettre, qui m'intéresse beaucoup, plutôt que l'histoire de la philosophie, qui demande évidemment un vrai parcours et voilà, d'avoir envie de s'intéresser à lire Kant, à lire différentes choses. Mais l'outil philosophique, et on parle souvent d'une philosophie de vie ou différentes choses comme ça, il y a dans la philosophie une méthodologie dans la façon de penser qui peut nous amener finalement à être voilà, plus efficace dans sa façon d'aborder les choses. Voilà. Je sens la conférencière. Ah. Okay. Voilà, alors, deuxième intervenant, Laurent Constantin. Alors vous êtes chef d'entreprise, on peut dire ça. Vous dirigez, c'est parce que j'ai retrouvé mes papiers, vous dirigez Active, c'est une SARL spécialisée dans le web, hein, dans l'univers du web, si j'ai bien compris. Vous dirigez aussi la chaîne de télé TLM, et c'est intéressant parce que j'imagine que le rapport aux personnes qui travaillent, on sait qu'il y a plein de gens qui sont sur des styles de contrat particuliers, et c'est sans doute un management tout à fait différent que quelque chose de structuré, vous nous le direz. Et vous êtes aussi le président de l'université de l'IUT, hein, l'IUT Lumière Lyon 3, pardon. U, ça veut dire quoi? Non, de l'IUT, ah, mais pas de l'université. D'accord, ok. Vous voulez rajouter quelque chose sur cette présentation? Non, je ne postule pas sur la présidence de l'université. D'accord, pas encore. Ok, excusez-moi. Très bien. Voilà, donc on va essayer d'échanger un peu entre nous à voix haute sur 2 ou 3 axes, hein, en repartant effectivement du titre, hein, déléguer plus et se diriger mieux. Mais en fait, je voudrais commencer par une question. Alors, je l'emprunte au philosophe Alain, j'ai lu ça, qui dit que finalement, la pensée, ça ne se délègue pas. Qu'est-ce que vous inspire pour cadrer notre réflexion, cette phrase? Je commence par vous, Laurent. C'est pas un cadeau? C'est pas gentil. C'est important parce que là, ça va bien nous dire où se situe le champ de la délégation. Mais si vous voulez commencer, Laura. C'est peut-être juste, alors à la limite, pour faire la transition, ouais. Peut-être reprendre juste la phrase d'Alain, ouais. qui dit la fonction de penser ne se délègue point. Et donc, quand il dit ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la faculté de penser qui ne se délègue pas. C'est-à-dire, je pense, donc je suis. Donc, ça, c'est penser, une faculté de penser. Ça ne peut pas se déléguer puisqu'on pense dans notre tête. Voilà. La fonction de penser, c'est autre chose. C'est qu'est-ce que je vais faire de cette faculté. Donc, je vais pouvoir penser ci, penser ça. Et ce que disait Alain, c'est que finalement, quand il dit ça, il dit que la fonction de penser ne se délègue pas parce que penser, c'est dire non. Alors penser, c'est à partir du moment où on dit oui, on peut s'endormir, faire attention. Et quand il disait ça, c'est intéressant, c'est qu'il dit pas tant penser, c'est dire non à quelqu'un qui est au-dessus ou à quelqu'un qui est voilà, à côté, c'est se dire non à soi. Puisque réfléchir, c'est nier ses propres croyances. À partir du moment où je réfléchis à une situation, c'est que je prends pas pour argent comptant ce que je crois tout de suite. C'est que je vais réfléchir sur moi-même. Donc là, il y avait ces 2 dimensions-là. Donc peut-être pour commencer, c'est ce qu'il lui montrait, c'est que d'une, la fonction de penser ne se délègue pas parce qu'on doit tous penser les uns les autres vis-à-vis des autres. C'était une responsabilité, mais il appelait à la responsabilité personnelle. Oui, alors voilà. Si je le resitue dans le cadre de l'entreprise, quel lien vous feriez par rapport... Ça veut dire que lorsque je délègue... je ne délègue pas n'importe quoi, je délègue un certain... Comment vous... Alors, dans l'entreprise, ça voudrait dire qu'un manager qui nous dit voilà, la fonction de penser ne se délègue pas. Donc, ça veut dire, en tant que manager, je ne peux pas m'appuyer sur Pierre pour penser. Donc, ça, voilà, ce serait ça. Mais en tant que manager, je dois surtout me dire qu'en tant que moi, en tant que personne, j'ai à me creuser les méninges pour penser. Il y a 2 choses différentes dans la fonction de penser. Elle ne se délègue pas à quelqu'un et elle ne se délègue pas vis-à-vis de soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est 2 champs différents. Si je ne la délègue pas à Pierre, mais vis-à-vis de moi-même, je dois aussi réfléchir. Et ça, c'est finalement un appel à l'esprit critique. Ça s'inscrit dans toute la culture des Lumières. C'est de dire, c'est bien d'avoir un esprit, mais regardez ce qu'on a été incapable... Enfin, parce que c'était quand même ça, les Lumières. C'est, on a un esprit, une faculté de penser, mais on ne s'en sert pas. Et c'est intéressant parce que j'admets aussi, à la personne à laquelle je délègue, j'admets cet esprit critique, cette capacité à... C'est ça que je lui délègue aussi. Aussi. Laurent. Alors, ça sera un regard chef d'entreprise, très là, oui. entrepreneur, pragmatique... Je crois qu'il y a un entrepreneur qui s'était bien fait recadrer après avoir dit qu'il achetait du temps d'esprit disponible pour mieux vendre ses publicités. Je crois que c'était le patron de TF1 à l'époque. On s'en souvient, oui. De manière pragmatique, moi je dirais, si, j'achète
quand je recrute, si je ne recrute pas un ouvrier de production sur des tâches répétitives, donc si je recrute un cerveau, et donc je recrute bien un temps de pensée, et j'achète bien un cerveau disponible, avec une intelligence disponible, avec des neurones en grande quantité qui se renouvellent, etc. Voilà. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Qu'est-ce que j'achète? J'achète de la soumission ou j'achète de la capacité à? Non, alors on n'achète plus de la soumission, en tout cas, j'espère pas en France. Ça, c'est d'un autre temps, ou c'est encore dans d'autres pays, ou alors, si c'est encore en France, c'est dans de très mauvaises entreprises qui ont une durée de vie très limitée, à mon avis. Heureusement, on n'achète plus de soumission, non. Non, on achète aujourd'hui, quand on recrute, alors, c'est un mot qui sera galvaudé, mais maintenant, on parle beaucoup en management de talent, recruter des talents. C'est très vrai dans le digital. On est dans un secteur où il n'y a pas de chômage, donc les gens se font chasser à longueur de journée. On est dans une inversion d'une pyramide, c'est que normalement, plus on vieillit, plus on est sachant, alors que dans le métier du digital, plus on est jeune, plus on en sait plus que les plus âgés. Et j'avais, moi, un jour sur un plateau télé, ça avait un peu fait désordre, mais j'avais cité une expérience où j'avais quasiment eu le souhait de signer un CDI à un jeune de 14 ans qui était venu faire son stage de découverte chez nous. Et ce gamin savait mieux faire de la 3D que des gens de chez nous qui avaient pourtant des diplômes pour ça et de l'expérience pour ça. Et il m'expliquait qu'en fait, il faisait la 3D sur son ordi le soir sous les draps, sans que ses parents le sachent. Et voilà, et j'aurais voulu l'embaucher à 14 ans. Bon, là, on n'est pas dans la... Pour le coup, le contrat de travail ne me le permet pas, et puis alors, c'était pas dans la soumission, mais... Non, j'entends bien cette idée, effectivement, de notion de talent, mais à travers ce que vous évoquez aussi beaucoup le champ de l'entreprise qui a beaucoup changé, les organisations ont beaucoup évolué, on parle d'organisation agile, d'organisation souple, on voit bien que s'il y a la notion de talent, il y a la capacité peut-être plus d'autonomie, de responsabilité, donc où se situe pour le chef d'entreprise le champ de la délégation? Qu'est-ce que je délègue et comment je le délègue? Moi, je délègue tout ce qui peut me permettre d'avoir une meilleure performance économique. Si je suis dans une entreprise privée. Si je préside l'IUT, je ne cherche pas la performance économique. Je vais plutôt chercher l'insertion en entreprise. En tout cas, dans l'IUT que je préside. Donc, tout ce qui me permet, tout ce qu'un autre saura faire mieux que moi, plus vite que moi, je le délègue avec immédiateté. Le risque après, je pourrais devenir fainéant aussi. Parce que déléguer, c'est très confortable. Et à un moment donné, on pourrait... quand vous prenez plusieurs casquettes comme je le fais, on pourrait très vite faire ça just for fun. Et on oublie un peu quand même la fonction première du dirigeant qui est de diriger. Donc quand je délègue, c'est recherche d'efficacité. Ça, c'est clair. Comment je délègue? Parce que en vous écoutant, je me dis tiens, finalement c'est sympa de bosser avec lui parce qu'il dit j'ai du talent, il y a des champs, tout ce que moi je ne sais pas faire. Si tu sais le faire, fais-le. Mais on a vu, c'est un appel d'ailleurs, ce que j'évoquais, à l'autonomie, à la responsabilité. Mais on a vu que cette perte de cadre parfois pouvait créer énormément, et c'est peut-être un peu le sens des questions qui sont posées, de l'insécurité chez la personne. Est-ce que quand même cette délégation, elle est structurée, elle est cadrée, elle est organisée, si j'ose dire? Elle doit l'être théoriquement. Enfin, si vous êtes bon manager, vous ne déléguez pas en croisant quelqu'un dans le couloir en disant « Tiens, Georges, dorénavant, tu es responsable de ça ». Enfin, ça ne se passe pas comme ça. Dites-nous comment ça se passe. Ou alors, on lui délègue le droit d'aller chercher le café. Mais là, a priori, on est sur une mission qui n'est pas trop engageante. Et Georges sait faire beaucoup mieux que ça. Donc, je lui délèguerai plus que ça. Mais non, évidemment, ça se prépare. Et puis, ça se prépare par respect de la personne à qui vous allez déléguer. Parce que le premier risque de la délégation, c'est de mettre quelqu'un en situation d'échec. Il ne faut pas se tromper. On pourrait partir sur la générosité qui est de dire « Tiens, je délègue, C'est pas si simple. Et ça l'est de moins en moins pour avoir quelques... J'ai en tête un groupe de travail que j'anime au MEDEF et dont le prochain sujet, c'est un entrepreneur qui va nous parler des 4-5 burn-out qu'il a dans son entreprise, et pas forcément sur des profils jeunes, mais sur des gens qui étaient plutôt autodidactes dans son entreprise, qui ont grandi au fil du temps. Et lui, étant manager, s'est dit je l'ai fait monter d'un cran, donc il leur délègue de plus en plus. Sauf qu'ils ont switché à un moment donné, il s'en est séparé,
Et il s'est aperçu après, en discutant avec eux, que les gars n'osaient pas dire tu m'en donnes trop, quoi. Enfin, rappelez-vous le suicide du PDG de Discours et Cabot, délégation totale. Tous les entrepreneurs de la place le prenaient comme un patron hyper solide sur ses jambes, bien dans sa tête. Et pourtant, il s'est suicidé, je crois, un samedi en famille. Et il a laissé une lettre en disant, en fait, depuis que je suis depuis que je suis dans cette entreprise, parce que je suis issu de la lignée familiale, vous m'avez fait monter. En effet, j'étais performant, mais en réalité, j'étais en train de m'éteindre à l'intérieur. Bon. Donc, quand vous déléguez, il faut le faire avec générosité dans le sens... Chez nous, on a un mot d'ordre, j'allais dire claim, mais je veux pas vous prendre des mots en anglais, mais on a un mot d'ordre, c'est grandir et faire grandir. Et on l'applique pour nos clients, ça ok, business, mais on l'applique pour nos collaborateurs. Grandir et faire grandir. Donc c'est beaucoup de délégation, beaucoup d'autonomie, beaucoup de confiance. Mais il faut pas donner sans contrôler, il faut pas... Enfin, par exemple, chez Acti, moyenne d'âge 26-27 ans, donc on est sur des cerveaux encore très ouverts, on n'est pas sur des personnes qui ont... Enfin, l'expérience de la vie n'a pas encore forgé un cerveau qui a une capacité de résistance au stress, etc. Et là, le manager a une obligation, pas médicale, mais quasiment, en tout cas une obligation de santé, qui est de faire attention à comment se comporte face au nouveau périmètre, le collaborateur, etc. Je vous ferai des réponses plus courtes, c'est trop long. Non, mais c'est très bien. Non, mais c'est intéressant de cerner parce que vous évoquez là tout le travail de l'accompagnement. Alors, j'ai lu dans le document que vous aviez préparé pour acteurs de l'économie, vous dites attention, déléguer, ça n'est pas renoncer à diriger. Hein. C'est un peu ce que j'entends dans ce que... Alors, justement, pour rebondir un petit peu, j'aime beaucoup grandir et faire grandir, je rebondirai sur ça. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, la première des actions que vous avez faites, c'est ouvrir un dictionnaire. Donc c'est vrai qu'on fait souvent ce genre de choses, c'est pour avoir une définition du mot, on va voir ce que ça veut dire. Donc confier en l'occurrence un pouvoir à quelqu'un, je crois que c'est la définition qu'on pourrait en donner le plus simplement ou qu'on retient vraiment. Sauf que ça, c'est une définition qui est enfermée dans un carnet qu'on a tous et ce qui nous permet de nous référer à quelque chose de référent, justement, un référentiel. Sauf que donner un pouvoir à quelqu'un, si vous ouvrez ce dictionnaire il y a 10 ans et que vous l'ouvrez dans 20 ans et qu'on a la même définition du mot, la réalité est différente. On confie un pouvoir à quelqu'un, donc c'est toujours intéressant de partir du mot pour pouvoir parler le même langage, mais de pouvoir l'incarner ensuite pour pouvoir justement faire quelque chose de concret, propre à une structure, une entreprise ou un environnement, à différentes choses. C'est pour ça que la délégation, alors pour rebondir un petit peu sur ça, vous disiez, est-ce qu'on doit déléguer ? Déjà, la question même de est-ce qu'on doit déléguer, aujourd'hui, on est dans une société où il y a une injonction quasiment à déléguer. C'est-à-dire que l'individualisme, la prégnance, l'environnement dans lequel on est, c'est ce dont j'aborde justement dans cet article, c'est de montrer qu'on est dans un environnement où... l'individualisme est tellement monté, on héritait des Lumières, héritait de tout ça, avec cette idée de se dire que finalement on doit se servir de nos méninges, jouer d'esprit critique, s'affirmer et que finalement on doit se diriger soi-même. Voilà. Il y a quelque chose de cet homme entrepreneur, la société libérale dans laquelle nous sommes, l'homme entreprise, diriger sa vie, être son propre manager. Oui, j'avais entendu être entrepreneur de sa vie. Oui, le capital, capitaliser avec soi-même. Mais quand on dit ça, quand on dit apprenez à vous diriger mieux vous-même, donc en l'occurrence le message des Lumière, c'était faire grandir, se faire grandir. C'était ça, c'était grandissez par vous-même. Et donc quand il y a ça derrière, il y a l'idée de se dire, si on dit à tout le monde, et si la philosophie de vie, c'est servez-vous de vos méninges, ceux qui sont au-dessus et qui dirigent vont devoir accepter l'idée que ceux qui étaient en dessous vont pouvoir user de ça. Donc ça veut dire changer son propre management personnel, mais imposer aux autres de changer leur façon de nous diriger. Et donc dans une structure aujourd'hui, dans un environnement qui est non plus une course à se faire grandir pour la noblesse de se dire que nous devenons des gens meilleurs, aujourd'hui l'individualisme dans lequel nous sommes est un individualisme inédit qui est concurrentiel, c'est grandir par rapport aux autres, gagner en taille et en puissance. Et dans l'idée de délégation, il y a à la fois cette injonction qui est que les gens veulent grandir et aspirer à avoir plus d'espace, plus de responsabilités, plus de choses. Si en haut, on est en train d'étouffer, de toute façon, les enquêtes le prouvent et en témoignent aujourd'hui, c'est voué à être pieux, ça ne marchera pas. Les gens partiront, on en parlait en aparté tout à l'heure, parce qu'on est insatisfait de ce genre de modèles qui sont voués de toute façon à être renversés eux-mêmes par les propres travailleurs. L'histoire en témoigne, que ce soit différentes choses, le taylorisme, ce que vous voulez, plein de choses par rapport au travail, ça témoigne de cela. Il y a un moment donné, le modèle est renversé. Et là où, quand vous dites grandir et faire grandir, c'est une très belle alliance de penser la délégation aujourd'hui, c'est la délégation dans le monde dans lequel on est, où on veut tous grandir. Si vous croisez un ami 5 ans après et vous dites « alors t'en es où ?» et qu'il vous dit au même endroit, c'est hyper angoissant.
Je veux dire, on se dit, mais il a raté sa vie. Il y a quelque chose de cet ordre. On veut grandir. Et faire grandir, c'est amener les gens à avoir des capacités pour se développer et être heureux au travail. Donc, un bon manager qui cherche à déléguer, c'est celui qui n'oublie sûrement pas ces deux tensions entre grandir, donner de l'espace, et faire grandir, accompagner cet espace qui est donné. Voilà. Voilà. Alors c'est intéressant parce que ça relance un petit peu ce que vous évoquiez. Vous dites grandir, faire grandir. Je trouve ça très beau, moi aussi. Mais je m'interroge sur concrètement dans un environnement concurrentiel, dans des logiques de performance, comment on prend du temps, comment on donne du temps par rapport à des injonctions. Et le mot qui me semble revenir dans les deux cas, c'est cette notion d'accompagner. Est-ce qu'il y a dans la délégation un travail, est-ce que c'est important qu'il y ait un travail d'accompagnement ? Oui, ça vous paraît Vous évident, avez la réponse hein. dans la question. C'est juste, ça fait partie de la délégation que Alors comment ? d'accompagner Ce que les je gens. veux savoir, c'est comment ? J'étais en train de me dire, là, pendant que vous discutiez, que la première délégation, c'est quand on signe un contrat de travail, en fait. Par définition, si on va chercher une compétence à l'extérieur, c'est bien pour déléguer un bout de l'entreprise ou un bout de savoir, un bout de fabrication, etc. Comment on accompagne ? Ou tout au moins, qu'est-ce qui est important pour vous ? À quoi vous êtes vigilant ? Je ne vous demande pas une méthode, mais je me dis, il y a des points sur lesquels, des points cruciaux. Ça prend pas de temps. Enfin, s'il y a des entrepreneurs dans la salle, ça prend pas de temps si vous êtes bien aligné avec vous-même. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'être paramétré sur donner beaucoup d'autonomie, faire confiance, etc. Donc, il faut d'abord s'aligner soi-même pour envisager de déléguer et donc être un bon accompagnateur. Si vous flippez de votre pouvoir, si vous pensez que les autres feront toujours une erreur, etc., il ne faut pas aller vers la délégation. Parce que si vous allez vers la délégation, vous allez faire un accompagnement, à mon avis, un peu à la schlag, et ça va mal se finir pour tout le monde. C'est pas de la délégation en plus. Donc, ce n'est pas de la délégation, etc. J'aurais envie de dire que nous, je dis nous parce que le jeu n'est pas forcément ma manière de manager en entreprise, mais on est nous sur des schémas très ouverts. Il n'y a pas de petits sujets ou de grands sujets pour la délégation. Moi, ce qui me fait déléguer, c'est quand je sens l'envie chez le collaborateur, l'envie de grandir, l'ambition saine, pas l'ambition au détriment d'un autre collaborateur. Ça, chez nous, c'est plutôt sujet à recadrage, à réexplication de la philosophie d'entreprise. Si je sens l'envie, alors j'y vais. Et je me dis, alors vous ne le tweeterez pas, parce que là, c'est des éléments de management plutôt intimistes, mais typiquement, moi, je suis fils d'ouvrier. J'ai la chance de dérouler une vie qui est bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Et j'ai notamment une déviance dans ma pensée de manager. Donc, vous ne le tweetez pas. mais c'est vrai que si je recrute quelqu'un dont je sais qu'il vient d'un milieu ouvrier, franchement, j'ai un bout de cerveau qui lui est un peu plus délégué que quelqu'un d'autre. Ouais, mais en quoi c'est un problème ? Le manager, il doit quand même avoir une approche très égalitaire, je pense qu'il faut avoir une tentative d'approche égalitaire, honnête, pour tous. Ce qui n'empêche pas la subjectivité. Et là, c'est quand même déjà, je déforme un peu, et ça veut dire qu'au pire, à brillance égale dans les yeux, je vais peut-être faire basculer du côté de l'ouvrier en me disant, si tu pouvais casser son déterminisme social, ça serait pas mauvais. S'il a un prénom exotique et que tu peux casser un plafond de verre, c'est pas mauvais non plus. Voilà. C'est une forme de militantisme ou d'engagement. Ouais, je pense que si j'avais pas été entrepreneur, j'aurais peut-être été anarchiste. Ouais. Ok. Ça se rejoint. Ou syndicaliste. Je sais pas. Qu'est-ce que vous évoque, Laura Par rapport à la question que vous posiez donc sur l'idée d'accompagner, il y avait quelque chose. Pas l'anarchiste. Hein. Non, Ça, on peut tweeter, ça, il n'y a pas de problème. Non plus. Oh là là, oui, dites pas ça. Je plaisante. Laura. Ça, on le coupe. Du coup, sur l'idée d'accompagner, une des choses que j'aime bien pour peut-être s'imaginer ce que ça peut représenter de vouloir déléguer sans penser l'accompagnement, c'est de se mettre en scène, en fait, d'imaginer. Si je rentre dans la pièce là, et que je vous donne un verre, je vous confie quelque chose, je vous le donne et puis je pars en courant. C'est pas clair, vous comprenez rien. Je suis poli, je vous confie quelque chose, mais vous comprenez strictement rien. Absolument. Oui. Et en fait, là, je rebondis. Alors, vous allez me dire le parallèle. Mais j'aime beaucoup Ricoeur en philosophie, qui justement parle de la place du récit. Ce qui est important, c'est
d'être dans un récit. On peut déléguer quelque chose à quelqu'un s'il ne se sent pas concerné et qu'il n'a pas un rôle à jouer, qu'il ne comprend pas ce qu'il en fait. La délégation ne fonctionne pas. C'est pas ça, déléguer. C'est là, voilà, je vous donne un verre, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, vous n'en ferez rien. Et c'est justement le pouvoir d'inscrire la délégation dans un récit commun où là, vous êtes vraiment dans un acte d'accompagnement. C'est de dire, je te délègue par exemple cette mission qui prend sens dans le corps de tout ça, parce que je t'en parle. Si je vous donne un autre exemple, qui est un exemple historique, le projet Manhattan à l'époque, pour la bombe atomique. Les ouvriers, quand il y avait ce projet, le management qui a été fait, c'était de dire, bon, on délègue une tâche, qui est donc la réalisation de ce projet-là, mais on ne va pas informer les ouvriers de ce qu'on fait, parce qu'on va pas leur dire qu'on est en train justement sur ce projet de bombe atomique, on va pas leur dire. Et il y avait des retards et des retards et des retards dans ce délai pour la bombe atomique qui était censée dissuader, bon, c'est le paradoxe aussi, mais il y avait des retards et des retards accumulés. On a décidé ensuite de lever le secret, c'est-à-dire d'informer les gens qui avaient été délégués de cette mission pour pouvoir savoir pourquoi ils travaillaient. À partir du moment où on a levé le secret, ça veut juste dire pourquoi on travaille, dire pourquoi je viens de vous donner ce verre, eh bien ça permettait justement de se sentir investi d'une mission, d'une tâche, de quelque chose. Et l'action a été faite et en 2 semaines, c'était fini. Donc il y a quelque chose de dire, c'est déléguer, oui, mais déléguer avec cette idée qu'il y ait des tenants et des aboutissants. Un manager qui fait que déléguer en croyant, parce que c'est ça le problème aussi, c'est qu'on croit qu'on délègue. En gros, maintenant, dire déléguer, c'est comme dire j'ai un comité éthique dans ma structure, ça le fait. Voilà. Puis derrière, il n'y a rien. Mais, il se passe rien. Mais il y a quelque chose derrière, peut-être que vous avez évoqué la notion de culture. Il y a l'idée d'avoir une histoire commune. La délégation peut prendre sa place, elle peut se développer dans une histoire commune. Et derrière, je sens aussi la notion du lien, c'est-à-dire de la confiance. Le mot confiance a un rôle important dans la délégation, par exemple. Il faut beaucoup expliquer, je pense, maintenant en entreprise, notamment sur les jeunes générations, beaucoup expliquer. Moi, j'ai le souvenir, avant Actid, d'avoir été manager, 60 personnes. Entre guillemets, je déléguais puisque je demandais de faire des choses. Et je disais, ben voilà, vous me faites ça dans la semaine, ou vous m'écrivez tel plan dans 3 mois, etc. Et les choses se faisaient, et franchement, on n'expliquait pas. On disait, tu fais, on délègue une réflexion. Si je fais ça aujourd'hui, à mon avis, j'ai plus personne dans l'entreprise dans 6 mois. On a un gros devoir d'explication, de pédagogie. Pourquoi je te demande de le faire ? En te demandant de le faire, je t'autorise à réagir et à dire, mais Laurent, en fait, c'est un peu con ce que tu me demandes. Ah bon, pourquoi ? Ok, etc. Il y a un échange permanent. Il n'y a pas de notion hiérarchique. Alors là, je parle d'un cadre où on est dans des entreprises digitales, jeunes générations, etc. Attention, je ne vous parle pas de l'industrie, de la métallurgie, etc. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. Ça pourrait être différent dans une autre entreprise ? Pour moi, non. Si demain je rachète une boîte de métallurgie, je pense que ça sera le même management. D'accord. Donc, avec des adaptations dues au secteur, etc. Vous défendez des convictions sur un modèle de management, même s'il peut être contextualisé différemment. Je pense qu'un entrepreneur de 45 ans, 55 ans, 65 ans, 75 ans, puisqu'il y en a, il doit vraiment se réinterroger sur sa manière de manager ses équipes, tant bien même elles ont 20 ans de boîte, etc. Chez TLM, on est dans des entreprises où il y a une philosophie d'entreprise très forte. On est dans le secteur de la presse, des médias, dans une entreprise qui n'a fait que perdre de l'argent depuis 27 ans. On a sorti le premier bénéfice en 2015, mais enfin, avec des pertes en millions d'euros cumulées. Ça génère quand même une certaine culture d'entreprise. Avec des salariés qui ont un état d'esprit particulier, les journalistes, parce qu'ils sont porteurs d'une éthique, ils signent une charte, la charte de Munich. Il y a une forme d'individualité aussi qui est assez forte, non, me semble-t-il. Appliquer le management d'Acti chez TLM, ça peut être une bonne idée, mais je pense que ça peut être très casse-gueule. Alors ça m'intéresse, qu'est-ce que vous prenez en compte spécifiquement dans un cas ou dans un autre ? Parce qu'on voit bien que là, il y a la finesse de votre capacité à prendre en compte ce qui se passe autour de vous. Vous faites une photo Polaroid, vous la développez, vous faites une photo des locaux et avec les gens assis, vous verrez très vite déjà, ça vous donne l'ambiance. D'accord. Ensuite, dupliquer son modèle de management, ça c'est une connerie. De la part du manager, c'est une connerie. Parce que ça veut dire que c'est irrespectueux des gens. La force d'un manager, c'est de comprendre comment fonctionne chacune des entités dans lesquelles il va. Quand je suis chez moi, c'est simple. Depuis 1 an, je n'ai plus d'actionnaire. Donc le patron, c'est moi. L'actionnaire, c'est moi. Quand je vais à l'IUT, c'est différent. J'ai face à moi des gens qui sont fonctionnaires, pour partie. Donc là, on est dans un management atypique, puisqu'on est vraiment là dans le CDI, pour le coup. Contrat à durée indéterminée, un fonctionnaire, ça ne se licencie pas. Je suis dans une délégation particulière parce que je suis délégué, mais par un syndicat patronal.
C'est-à-dire que c'est un syndicat patronal qui a proposé mon CV, entre guillemets. J'ai accepté de me présenter. J'ai été élu par le conseil d'administration. On est en double délégation, etc. Et quand je suis chez TLM, j'en suis actionnaire, certes. Mais enfin, j'ai le plus beau conseil d'administration de la place avec 15 autres entrepreneurs, Mérieux, Rousset, Chéniaud, Gaillard, enfin vous connaissez, Tony Parker, etc. On n'est pas là dans les mêmes schémas de délégation. Et donc, si j'appliquais du ACTI dans ces deux autres entités, par exemple, ça serait voué à l'échec. Notamment, je pense, chez TLM, je vais vous donner une anecdote. Par exemple, chez TLM, quand j'ai réuni l'équipe, je leur ai posé d'abord 3 questions par écrit. Je leur ai dit, vous me répondez tous, vous avez 3-4 jours. Qu'est-ce que vous aimez faire dans ce job? Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire dans ce job? Et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez? Bon. Je me suis dit, là, ça c'est du management ACTI. C'est-à-dire que ça sous-entend que chacun a totalement confiance en l'autre. Chez ACTI, quand je pose cette question, le gars ne se dit pas, c'est quand même mon patron, c'est lui qui décide de l'augmentation ou pas, de me licencier ou pas, etc. C'est un travail d'équipe, en fait. Là, finalement. chez TLM, je me suis dit, tu poses une question comme ça alors que tu es nommé depuis 5 jours, à mon avis, tu risques d'avoir des réponses un peu flûte traversière, péruvienne, enfin selon, voilà. Et non, là, il y a eu une vraie transparence dans la réponse. Ça, c'est typiquement... C'est pas culture web, pour le coup, là, c'était culture journaliste. Ok, alors si je reviens à notre question de départ, qu'est-ce que vous voulez, quel est le message que vous voulez faire passer là? Parce que vous êtes en train de nous raconter des situations tout à fait intéressantes, mais par rapport à cette idée de la délégation, qu'est-ce que ça traduit? C'est-à-dire qu'on va jusqu'à une certaine limite? Qu'est-ce que je peux comprendre? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? La limite, c'est la limite du contexte. D'accord. C'est-à-dire que tu ne délègues pas bien, vous ne déléguez pas bien, si d'abord, vous ne vous interrogez pas dans quelle entreprise vous êtes ou dans quelle association vous êtes, et vers qui vous le faites. Okay. Voilà. J'entends dans la formulation, vous ne déléguez pas, il y a quelque chose aussi d'un rapport nouveau au pouvoir. Est-ce que ça, c'est une question importante? C'est-à-dire, dans la délégation, il y a certainement, je me laisse dire, ouais, ok, Laurent, ce que tu me dis, c'est pas intéressant. C'est-à-dire, j'accepte de renoncer à un certain nombre de choses. C'est une autre manière de penser le pouvoir? Il y a un rapport nouveau au pouvoir qui s'est engagé, alors j'en reviens toujours aux Lumières, je ne sais pas ce que j'ai avec les Lumières. Mais... Et c'est vrai qu'effectivement, ce qui est intéressant, en tout cas, c'est peut-être ça, la mise en lumière. Et du coup, c'est vrai que depuis, effectivement, il y a une distinction qui se crée, qui est très forte entre le pouvoir et l'autorité. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est pas parce que vous avez du pouvoir que vous avez de l'autorité. Je parle du petit chef, par exemple. On peut vous confier en politique du pouvoir et pour autant, vous n'avez pas d'autorité. On le retrouve dans toutes les sphères, qu'elles soient éducatives, dans la médecine. Le pouvoir ne participe pas forcément de ça. À l'inverse, vous pouvez avoir de l'autorité et ne plus avoir de pouvoir. Je pense, par exemple, je sais pas, à Platon. Il n'est plus là, qui a de l'autorité en tout cas pour moi. Mais je ne sais pas, à Mère Teresa, à différents personnages qui peuvent avoir de l'autorité, Dalai Lama, ce que vous voulez, mais qui n'ont pas forcément un pouvoir ou qui l'ont perdu, qui ne sont plus là, etc., etc. Et aujourd'hui, on est dans une société, effectivement, où c'est l'autorité qui fait valeur assez forte. D'ailleurs, c'est l'autorité plus que le pouvoir qui a bien traduire différentes choses. Donc, il y a des choses à contrebalancer. Et pour revenir un petit peu sur tout à l'heure ce que vous disiez, déléguer, je pense qu'il y a plusieurs formes de délégation et si on peut en décliner 2 pour essayer d'aller à quelque chose d'assez simple, on peut déléguer de manière aristocratique ou déléguer de manière démocratique. Ça peut être 2 façons assez simples. J'adore Tocqueville, de la démocratie en Amérique, et il montre justement tout ça en disant le système aristocratique, ce qui est très bien avec le système aristocratique, c'est comment c'est rassurant. C'est rassurant parce que vous savez qui sont vos aïeux, qui est votre père. Donc dans un management, ça va être un management assez pyramidal, bien organisé. Les entreprises qui marchent encore comme ça, il peut y avoir du respect, mais on sait à qui se référer. Voilà. Donc la délégation, elle est claire, elle est cadrée. Et il y a la démocratie. La démocratie, c'est... Bon, finalement, ce qui va se passer, c'est que fini le père et les aïeux. D'ailleurs, on va travailler plutôt avec les pères PAIR qui sont autour de nous, au risque de perdre nos pères et le sens, c'est ce que dit justement Tocqueville, il se réjouit de la démocratie, puis il dit à côté, quand on promeut justement l'individualisme, ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se passe? Les gens, à force d'être chacun dans leur management, on ne fait plus histoire, et donc là, ça devient la difficulté. Donc ça, ce sera un manager qui veut management libéré, on parle beaucoup de ça. Donc finalement, quand on parle beaucoup de ça, ce serait un manager qui se dit, allez, je délègue, tout le monde est libre ici, horizontal, on y va. Donc en gros, tout le monde est libre. Et le risque, c'est de s'enfermer. Alors ça, c'est une forme de... Ça, c'est ce qu'on fait dans les startups et ça génère 80% de chute. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, le tort de ça, c'est qu'à force de faire ça, ce que dit Tocqueville, ce qui est magnifique, c'est le tort de la démocratie, c'est à force d'individualiser les gens, ils s'enferment dans leur propre cœur. Et donc, ils vivent isolés. Et là, ça devient dangereux. Par contre,
là où on peut se réjouir de la démocratie, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure. Si on promeut l'individualité, on va promouvoir du coup une niche de nouvelles idées possibles, des gens du vivier, des gens qui vont pouvoir jouer de leur esprit critique. Et ce que montre notamment Foucault, il dit le libéralisme, c'est compliqué parce que chacun finalement vit un peu sa vie, donc on a l'impression de ne plus être solidaire du tout. Et en même temps, c'est une société qui nous appelle constamment à nous réviser nous-mêmes. C'est une société de l'intelligence bien plus prégnante qu'avant. Puis elle ne s'oppose pas, je voudrais poursuivre ça, peut-être avoir votre réaction, elle ne s'oppose pas au collectif. Je veux dire, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est ne pas donner le sentiment que des démarches qui peuvent être individuelles, fondées sur finalement l'expression des talents, s'inscrivent dans un collectif. Je reviens à votre idée. Elle nous demande de trouver commune. notre collectif, Oui. et donc elle nous appelle à responsabilité. C'est plus compliqué finalement avec des gens qui sont individualisés parce qu'on va devoir créer ensemble ce collectif. Ça, c'est tout le phénomène. Sartre en parle très bien. Vous mettez des gens dans un groupe. Alors, la délégation, c'est ça. Souvent, on fait des réunions. Une réunion. Combien de réunions ne servent à rien? C'est comme si une réunion, c'était... Parce qu'en fait, on se trompe souvent. Quand vous allez dans un supermarché, vous voyez 10 personnes à la queue, qui font la queue à la caisse. Okay, donc, de loin, c'est un groupe. Si vous êtes très très loin, vous ne voyez pas, c'est un groupe. Sauf que c'est une série de gens qui font la queue les uns derrière les autres. Donc ils peuvent se passer à la limite des choses l'un à un. Mais ça, il n'y a pas d'histoire, c'est une série. Et Sartre, justement, distingue en disant, mais c'est pas pareil que de faire la queue à la caisse ou de faire groupe et sens avec des gens. On peut être les mêmes personnes, sauf que c'est pas l'un derrière l'autre comme ça, c'est en groupe. Et la plupart des réunions se pensent en termes de série. Souvent, on individualise, et là, c'est effectivement la différence. Mais pour penser groupe, il y a de la responsabilité, et la délégation est déléguée. Là, c'est un vrai acte de pensée et d'action. Donc, il y a quelque chose derrière. Laurence, ça vous... Il faut... Oui. Sur le supermarché, peut-être. Oh non. Il y a plein d'idées. Non, j'allais dire... l'idée du collectif, de l'équipe. Par exemple, ce que je ne délègue pas, c'est la vision d'entreprise. Et une fois que vous avez donné la vision d'entreprise, en découle une culture d'entreprise, et ça, je ne le délègue pas. En revanche, je permets à chaque individu de s'exprimer au-delà de tous les possibles dans cette vision et dans cette culture. Donc, il y a quand même la nécessité d'une adhésion au départ. Ça veut dire qu'il y a une nécessité d'une grande transparence dans le recrutement, si on monte d'un cran. Voilà. D'accord, mais cette vision-là, ça ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas, on y adhère. On peut évidemment la faire évoluer à la marge, mais je pense que celui qui va modifier la vision d'Apple, il n'est pas encore arrivé chez Apple, quoi. Celui qui va modifier la vision de Google, il n'est pas arrivé chez Google. Enfin, voilà. Chez Acti non plus. Ou alors il rachète l'entreprise. Et ça, c'est plus simple. Non, c'est important de... Mais ça, quand je dis ça, pour le coup, ça rend très possible le fait de s'épanouir soi-même. Hein. Typiquement, le recrutement chez Acti, on n'est plus du tout dans un schéma à l'ancienne. Je fais une annonce chez Pôle emploi. Ça, on ne connaît pas Pôle emploi. Mais surtout, on ne connaît pas l'annonce traditionnelle. Si un jour vous tombez sur une annonce chez Acti, vous verrez une page A4. La moitié de la page, c'est une photo. Sur cette photo, vous verrez un collaborateur qui est pris en photo, pas assis à son bureau, parce que ça, c'est chiant, ça n'exprime rien, qui est pris en photo dans un lieu où il se sent bien. Ça peut être un bistrot, ça peut être une place, dans le quartier autour d'Acti. Et ce gars-là ou cette fille-là commence en disant je m'appelle Fabien Dumas, je suis lead développeur et je recherche quelqu'un pour compléter notre équipe de développeurs. Et si tu as envie de rejoindre notre agence, eh bien, voilà mon mail, f.dumas@acti.fr. Pose-moi des questions, et puis après, si ça fit, envoie ton CV. Vous voyez, on est dans un schéma là c'est une grande délégation que de déléguer le pouvoir de recruter. Hein. Et là, si le gars, ça fit, il envoie son CV. Dumas, le fameux Dumas, Fabien, va recevoir cette personne. En général, ils sont 2 pour recevoir. Et ensuite, les collaborateurs vont dire, tiens, vont le dire à moi ou pas à moi, mais Laurent, on a trouvé quelqu'un qui nous semble bien. Et là, je vais rentrer éventuellement, moi ou le patron de la prod, ou etc. Mais voilà, vous voyez, ça, c'est une délégation totale. Mais parce qu'on partage la même vision d'entreprise. Oui, voilà. Sinon... Et puis derrière la vision, il me semble vous avez évoqué la notion de l'adhésion. Donc on adhère à quelque chose, on adhère à des valeurs, à des choses comme ça. Donc on a vraiment le sentiment finalement que le processus de délégation devient très simple. S'il y a presque ces préalables, ces prérequis, je peux le dire comme ça, Laurent ? Oui. Oui. Bon, je l'ai dit donc. Voilà, et qu'est-ce que ça vous inspire ? Je suis pas caution de vérité. Hein. Non, mais je vous demande votre avis. Pour rebondir, moi j'aime bien les petites formules. Hein. C'est vrai que je trouve que, je suis très formule. Ça pourrait être un Génération petit peu... Twitter, 140 caractères, formule. C'est exactement ça. Et du coup, ça force à concentrer la pensée. Ça, c'est le côté positif de Twitter. Et du coup, on peut dire, c'est tendre la main, mais garder de la poigne.
il y a un petit peu dans ce que vous venez de dire, cette idée de se dire... C'est marrant, ça me Je faisait tends la penser main, à mais Margaret je garde. Thatcher. Je sais pas pourquoi. Attendez, laissez-la terminer, peut-être vous réagir après. Alors, c'est bien, tendre la main, C'est mais... ça. Mais ou c'est-à-dire la garder main la poigne dans le sens, voilà, effectivement, le management libéré, où on penserait effectivement que tout va être tous copains. réglé comme si... Non, mais effectivement, c'est hyper important d'ailleurs qu'il y ait un garant, qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour exercer une forme d'autorité, pour recentrer. Et quand vous disiez le fil conducteur, c'est-à-dire que déléguer, ça veut dire, déjà quand on parle de confier, il y a cette notion de confiance, confiance, est importante. Vous pouvez confier pour vous débarrasser, vous pouvez confier parce que vous faites confiance. C'est-à-dire qu'on peut, et on est dans la même chose, on m'a délégué ça. Ah oui, mais alors pourquoi t'as pas l'air heureux ? Parce qu'on me l'a délégué, mais on sent bien qu'en fait, on s'est débarrassé de quelque chose. Donc déjà, c'est facile de dire délégué, mais il y a des réalités différentes derrière tout ça. Et la notion de confiance, c'est sûr que déléguer une mission parce qu'on sent qu'on l'investit quelqu'un, qu'on l'implique dans son management et qu'on n'applique pas que quelque chose, et bah du coup, voilà, on vient s'inscrire dans autre chose. Mais pour ça, faut-il encore, par exemple, que les valeurs qui sont les vôtres, comme on disait, adhérer, faut-il encore permettre à la personne d'adhérer. Si on ne vient pas raconter le récit quand on embauche quelqu'un qui vient dans une structure en lui disant « pour que la personne adhère, faut-il encore qu'elle sache à quoi ?» Donc il faut aussi, c'est pour ça que la responsabilité, elle est partagée à tout niveau. Et effectivement, quelqu'un qui va embaucher, dans la direction, on parle de direction, c'est aussi donner une direction. C'est pas que le pouvoir, c'est pas que écraser. Direction, c'est donner un sens en fait. Un manager, c'est quelqu'un qui est dans un navire et qui embarque les gens avec lui. Et pour les embarquer, il faut user de métaphores, ce que faisait brillamment Steve Jobs. Il adorait ça. Justement, il parlait beaucoup de. Alors en plus, si on parle sur cette question, je relisais tout à l'heure, diriger mieux, déléguer plus. Steve Jobs, qui était quand même quelqu'un qui narrait beaucoup, ça lui a quand même coûté sa place à l'époque avec John Sculley, parce que je vous rappelle quand même que Steve Jobs embauche John Sculley, directeur général d'Apple, et finalement, lui, John Sculley, c'est quelqu'un qui est du genre très sociable, et ce que ne fait pas Steve Jobs. Et Steve Jobs donc dirige, mais ne délègue pas. Et parce qu'il ne délègue pas, il finit par perdre. Et c'est finalement John Sculley qui l'emporte, parce que John Sculley, lui, déléguait. Et c'est là que ça prouve aussi quelque chose, c'est que le pouvoir, au bout d'un moment, alors après, Steve Jobs est revenu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, un pouvoir qui est exercé, qui est que dans l'écrasement, encore plus dans une société comme la nôtre, est voué à être renversé. Steve Jobs, ça pourrait être le sujet d'une conférence, parce qu'il est revenu, parce que le précédent était parti sur le tableau Excel, enfin, sur les chiffres, pardon. Quand Steve Jobs, c'est la créativité, mais enfin, Steve Jobs, typiquement, j'aurais pas rêvé de bosser avec lui, c'était un despote. Dans son quotidien, c'était un chien. Okay. Alors, là, pour le coup, on était dans la soumission. Ouais. Peut-être encore une ou deux questions, et puis après, je voudrais qu'on ouvre avec le public, parce que je pense que ça va susciter beaucoup de questions. Vous avez formulé les choses un peu différemment, et j'aurais voulu vous interroger là-dessus. J'ai lu dans le document « Diriger mieux pour déléguer plus ». Diriger mieux pour déléguer plus, oui. C'est vous qui l'avez écrit. Oui. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai mis « diriger mieux pour déléguer plus ». D'accord. Bon, et j'ai trouvé attendez, il faut que je connecte là. En plus, Laura, c'est vachement bien. J'ai trouvé ça très très bien. J'ai trouvé intéressant. Ça veut dire que ça induit une dimension extraordinairement qualitative dans la façon de diriger. Oui, alors déjà, oui, parce que du coup, ce que j'essaie de voir aussi, c'est qu'on parle beaucoup de quantitatif, de plus-moins. Alors qu'effectivement, il y a mieux et autrement, c'est des notions très très différentes. C'est-à-dire qu'on pense souvent, parce qu'on donne plus de travail à quelqu'un, ou parce qu'on fait plus ou moins bien, on juge par rapport à ça. Alors que le mieux, c'est la notion de autrement. Et autrement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire différent, mais ça veut dire aussi autrement plus important. Quelque chose aussi qui prend en quantitatif. On dit vous êtes autrement changeant aujourd'hui, autrement agréable. C'est cette idée de plus. Donc diriger mieux, c'est déléguer plus parce que c'est diriger autrement. Et ça implique, diriger mieux, c'est diriger autrement, ça veut dire se réinvestir dans sa direction et ne pas considérer que je suis rentrée dans un poste il y a 20 ans, que j'applique quasiment le même management aujourd'hui, alors clairement le monde a changé, les gens ont changé, plein de choses ont changé. Diriger mieux, c'est déléguer plus dans ce sens, ça veut dire apprendre à partager davantage et à tirer davantage des autres pour changer son propre management. Ce serait par exemple un médecin qui pratique depuis 30 ans, sans se renseigner sur ce qui se passe, et qui ne cherche pas à apprendre aussi de ses patients, qui sont devenus parfois compliqués. Je travaille pas mal dans ce milieu, donc on voit que les patients sont parfois complexes. Mais c'est ce que je dis souvent, c'est que le médecin aujourd'hui a aussi à faire avec cette réalité. Alors, soit il finit aigri dans son bureau, soit il travaille avec cette réalité, il se demande ce qu'il a lui-même à apporter aujourd'hui, qui va pouvoir justement faire changer les choses, éventuellement dans son propre management. Donc apprendre aussi à écouter davantage le patient, qui de toute façon s'impose davantage à lui. C'est une réalité. Donc diriger mieux pour déléguer plus. Ça veut dire que cette fonction de délégation, c'est pas simplement quelque chose d'anecdotique, c'est quelque chose d'assez central. Finalement, on y passe du temps, on y consacre du temps dans l'entreprise. Ce que j'entends.
Oui, mais j'ai presque l'impression d'enfoncer une porte ouverte quand vous dites ça. Euh, C'est moi qui enfonce la porte ouverte. Oui, C'est mais... vous. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'assume. Mais ça me semble important de le dire. Enfin, sauf si vous êtes auto-entrepreneur seul avec vous-même, mais une entreprise, par définition, c'est une communauté d'intérêt. Ça marche à plusieurs, donc vous déléguez tout le temps, enfin, etc., etc. Après, je voulais aborder deux points. C'est typiquement comment un patron, c'est quoi les limites de la délégation que je peux donner en l'occurrence. Parce que vous disiez tout à l'heure, Laurent, vous présidez ceci, cela, cela, cela. Alors si on le dit comme ça en France, je vais prendre... vous allez penser de moi que je suis un cumulard, ce que je ne suis pas, puisque quand je prends une fonction, pour le coup, en tout cas ceux qui me connaissent, savent que vraiment je la tiens de A à Z, etc. L'IUT, je suis président depuis 3 ans, je n'ai pas raté une réunion de bureau, un conseil d'administration, etc. Les clés, quand je délègue dans chacune de ces entreprises, enfin entreprises entre guillemets, toujours avoir un numéro 2, un bon numéro 2. Ça, c'est un recrutement très engageant. À l'IUT, j'ai un excellent directeur qui gère très bien les 800 étudiants, qui gère très bien les 120 salariés, c'est super. Chez TLM, il n'y avait pas de numéro 2. Au bout de 9 mois, je suis allé chercher un numéro 2. Et il y avait un numéro 1 que j'ai repositionné ni en 1 ni en 2, mais différemment dans l'organigramme. Chez Acti, je n'avais pas de numéro 2. Depuis 1 an, il y a un numéro 2. À partir du moment où vous avez un bon numéro 2, il est notamment très très bon si vous lui dites bien jusqu'où il peut aller. En l'occurrence, chez moi, 98% de ce que je peux décider, il peut le décider. En revanche, une bonne délégation, c'est qu'à l'IUT, comme chez Acti, comme chez TLM ou dans d'autres entreprises, il y a 2% sur lesquels il est interdit de décider. Ça fait aussi partie. C'est-à-dire que déléguer, on disait je ne délègue pas la vision, la culture, mais je ne délègue pas certains arbitrages. Je ne délègue pas certaines prises de décision financières ou etc. Structurelles, qui impacteraient structurellement. Et là, je suis assez sévère souvent, et je dis, si à un moment donné, tu prends une décision sur ces 2% sans m'en avoir parlé, sans mon accord, c'est licenciement immédiat. C'est-à-dire que là, il y a un territoire sur lequel il ne faut pas aller, parce que ça impacte la structure de manière durable, dangereuse, ça peut créer du risque juridique, etc. Donc, moi, je suis quelqu'un qui délègue beaucoup, parce que je considère que si je suis là où je suis, c'est qu'avant, certains m'ont permis d'avoir un territoire de jeu le plus grand possible. Et donc, j'ai envie de permettre ce territoire de jeu au plus grand nombre possible. Mais attention, il y a 1 ou 2% du territoire sur lequel il ne faut pas décider, quoi. Il faut pas... On peut avoir des idées, on peut avoir un avis, mais alors il faut obtenir la validation du boss. C'est ça. Ça se passe dans le cadre, vous l'évoquez, d'une vision, et puis vous donnez effectivement... La notion de cadre est importante, peut-être. C'est une chose aussi qui fait partie, enfin qui est un élément de la délégation, ne serait-ce que pour ne pas aller vers les excès que vous évoquez tout à l'heure. Peut-être donner 2-3 exemples concrets, parce que s'il y a des entrepreneurs, ça va leur parler. La délégation du personnel. Représentant du personnel, on est en France, donc on est bien dans le plombage, sur ce sujet en tout cas. Chez Acti, je n'ai pas de délégation du personnel. Ça fait 8 ans que j'ai des carences aux élections. Il n'y a pas un salarié qui veut se présenter délégué du personnel. Non pas parce qu'il y a le risque du licenciement, je suis respectueux de ça, et au MEDEF, je milite pour que 100% des salariés soient syndiqués obligatoirement. Parce qu'au moins, ça ferait des représentations équilibrées dans les entreprises. Bon, chez Acti, je n'ai pas de DP ou de RP, mais j'ai un comité des sages. Inspiration africaine. Il rentre qui veut quand il veut, homme, femme, jeune, vieux, etc. Enfin, plus ou moins d'expérience d'entreprise, etc. Comité des sages, c'est pas comme les DP, c'est pas toutes les 4 semaines un ordre du jour, un compte rendu écrit, sinon c'est risque pénal pour l'entrepreneur, enfin, etc., etc. Non, comité des sages, ça se crée quand les salariés ont envie de passer un message ou de poser des questions, etc. Ils me disent tiens Laurent, on a envie de te voir, et quand moi j'ai envie de les voir, je leur dis bah tiens, on se fait un comité des sages. Une autre délégation, par exemple, un jour dans ce comité des sages, on m'a dit télétravail serait pas mal. Et j'ai répondu, ok, moi je suis open. Ah bon? Ouais, je suis open. Par contre, c'est vous qui, avec l'équipe, allez faire toute l'analyse juridique, toute l'analyse, etc. Ben, la délégation de ça, c'est que ce sont nos salariés qui ont écrit l'avenant au contrat de travail. Et cet avenant, il n'est pas parti chez un avocat. Je l'ai lu, j'ai trouvé qu'il y avait du bon sens et j'ai dit, ok, les gars, on signe l'avenant. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui en France, il y ait beaucoup d'entrepreneurs qui acceptent de faire signer un avenant au contrat de travail sans que ça passe sur le bureau de l'avocat. Parce que le risque social, il est majeur dans notre pays. Bon, ben, moi je le fais avec facilité parce que j'ai totale confiance qu'on est dans une équipe où on partage la même vision, la même culture et que j'ai envie de dire, le risque juridique, je l'ai tué de facto
puisque l'avenant est rédigé par les salariés. Donc, ce n'est pas moi qui arrive en disant « voilà l'avenant rédigé par l'avocat », où là, le salarié pourrait se dire « bon, peut-être que c'est rédigé d'une manière à essayer de m'avoir un jour ». Non, c'est rédigé par eux. Donc, c'est plutôt moi qui pourrais m'inquiéter. Et puis logique d'adhésion commune. Et je ne m'inquiète pas du tout, en fait, parce qu'on sait où on va, dans le même sens. On veut faire grandir notre entreprise. Réaction, Laura, et puis après, je propose qu'on ouvre la parole au public. Qu'est-ce que vous inspire ces deux exemples? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ce qui m'intéressait, c'était pas mal la notion de se rendre dispensable. Il y avait quelque chose de cet ordre-là dans les 98% qu'on peut déléguer à quelqu'un, hein, tout en sachant et qu'on espère parfois être indispensable. Mais c'est vrai que peut-être une des notions, alors ça fera peut-être aussi un peu synthèse, mais quand on ouvre le dictionnaire, c'est ce qu'on disait, voilà, c'est marqué confier son pouvoir ou un pouvoir à quelqu'un. Et peut-être que ce qu'on a essayé de mettre en exergue aussi, c'est que ça, c'est ce qu'on peut avoir comme définition, mais que ce serait plutôt confier une autorité en fait à quelqu'un. Et une autorité, c'est quelqu'un, donc c'est-à-dire qu'en fait, on gagne nous-mêmes en autorité en déléguant, parce qu'on confie non pas un pouvoir, mais une autorité. Et la différence entre confier une autorité et un pouvoir, c'est quoi? C'est que quand vous quittez une pièce, vous savez que la machine, elle tourne sans vous. Vous savez que vous n'avez pas besoin d'être... Les gens qui disent souvent il faut que je sois impérativement là, avoir le sentiment d'être complètement indispensable, c'est que justement on ne se rend pas dispensable. Et déléguer, c'est apprendre à se rendre dispensable justement, et à confier non pas un pouvoir, mais à confier une autorité. Et c'est le fait de confier une autorité qui fait qu'on gagne nous-mêmes en autorité. C'est du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Donc dans la délégation, il y a vraiment cette culture-là. Vous fermez la porte du bureau, vous n'êtes pas là. Il n'y a pas tout le monde qui est à la cafette en train de boire un verre et de parler sur vous. Mais il y a tout le monde qui est en train justement d'avancer parce qu'ils ont une autorité qui est là. C'est exactement comme la métaphore de l'éducation. Si on éduque les enfants, effectivement, et qu'on n'applique pas des choses en les gavant comme des oies, et qu'on est dans l'accompagnement, on les invite. Un bon éducateur, c'est celui qui travaille pour ne plus être là un jour. Bonne base pour lancer un échange. Il y a quelque chose. Merci Laura, merci à vous. Voilà, alors je pense qu'on a, oui, on a un micro. Vous nous faites un petit signe si vous avez envie. Il y a sans doute des points qu'on a assez peu évoqués, peut-être des points que vous souhaitez approfondir. Voilà, merci. On vous passe, voilà, monsieur, levez la main, on va vous amener un micro. Voilà, ok. Juste vous demander de vous présenter pour savoir qui parle. Ok. Bonjour, merci tout d'abord pour vos interventions. Donc Noé Dethier, président de l'association Les Jeunes Européens, et je voulais vous poser une question justement sur la délégation dans le monde associatif. Comment déléguer à des bénévoles sur l'enjeu que quand on délègue à un salarié, il est payé pour ça. Pour le bénévole, tout ce qu'on est dans l'association, même si c'est extrêmement enrichissant, c'est justement enrichissant au niveau de la rétribution symbolique, etc. Tandis que, du coup, quand on va déléguer à un bénévole, comment est-ce qu'on peut oser demander à quelqu'un qui est là par sa seule volonté et qui touche simplement ce qui l'enrichit personnellement? Merci. Laura, oui. Alors, c'est là qu'on en revient, quand je vous parlais d'un petit peu tout à l'heure de Ricoeur, l'histoire. C'est-à-dire le fait d'être investi de quelque chose, à la limite, au-delà même de l'argent, du fait, c'est l'idée, participer d'une idée, s'inscrire dans quelque chose. Je pense à quelque chose de la Coupe d'Europe, par exemple. Il y a eu la Coupe d'Europe récemment, je ne me trompe pas, c'est bien ça? Coupe d'Europe. Eh ben, j'ai eu une discussion avec une personne qui était en charge du bénévolat. Et cette personne me racontait qu'en fait, au niveau de la sélection des profils, elle me disait, c'est simple, on est les héritiers de certaines personnes qui ont vécu 98, qui, eux, vont s'investir, donc ils prennent beaucoup plus de gens parce qu'ils savent qu'il y a plein de gens qui vont les lâcher. Donc il y a tous ceux qui sont issus de 98, donc porteurs de quelque chose, d'une appartenance, d'un sentiment. Il y a les personnes encore plus âgées qui, eux, le font vraiment parce qu'ils s'inscrivent dans une histoire qui leur parle. Il y a toute la génération nouvelle qui fait ça pour des lignes de CV, différentes choses. Ils expliquaient ce changement de profil. Et je pense que si on arrive à créer un sentiment d'appartenance, aujourd'hui, c'est aussi le paradoxe de cette société où ce qui vaut beaucoup, c'est moins la valeur travail que la valeur savoir, la valeur idée. Pourquoi un iPhone qui vaut 1 euro en pièces, on est capable d'en mettre 600 dedans? Parce qu'on participe d'un imaginaire, de quelque chose qui est de l'ordre de l'immatériel, de l'impalpable, de cette appartenance. On entre dans quelque chose et c'est pas palpable comme cela. Parce que c'est l'histoire qu'on cherche. Ce qui fait que Louis Vuitton marche, ce qui fait que Apple marche, ce qui fait tout ça, ce sont les histoires qu'il y a autour. Ce qui fait que la Coupe d'Europe, on arrive à fidéliser, c'est l'histoire du foot, la culture qu'il y a autour de ça. Et c'est souvent de l'idée. Donc une association qui parle bien de son histoire, finalement, c'est pas ce qui coûte le plus cher en termes de moyens, d'apprendre à travailler le récit et à impliquer les gens. On est beaucoup plus fidèle à quelque chose quand on sait de quoi on participe et on y croit,
que si vous pouvez payer quelqu'un 10 000 euros par mois, il pourra peut-être vous lâcher bien plus vite que quelqu'un qui est dans une asso une fois de temps en temps parce qu'il se sent appartenir à quelque chose. Sur l'idée, finalement, il y a adhésion à autre chose que l'adhésion est hyper forte. Des valeurs, un récit commun, c'est ce que vous évoquez. Laurent, ça vous suggère peut-être des éléments de réponse? Oui, alors on pourrait penser qu'un bénévole en association est plus engagé ou que dans une entreprise. C'est pas évident, c'est-à-dire que c'est vraiment une question en effet de partage de la vision. Moi, j'ai le souvenir chez Handicap International où j'avais fait 5 ans de ma vie au tout début. Toute l'association était très très engagée jusqu'à l'arrivée des 35 heures, qui nous a imposé de quantifier le temps de travail. Moi, j'ai le souvenir chez Handicap d'avoir fait 2 jours de suite sans dormir, mais par passion. Enfin, et puis parce qu'on nous déléguait beaucoup de responsabilités. Donc, qu'est-ce que je peux te dire c'est quoi les jeunesses européennes? Ça, j'avais une question. Je voulais savoir si c'était une association ou si c'était un parti politique ou quelque chose comme ça. Alors, on va vous redonner le micro. Donc les jeunes européens, pas les jeunesses européennes, c'est une association, donc loi 1900, etc., qui regroupe des jeunes qui ont envie de porter l'idéal européen, donc sans soutenir l'Union européenne telle qu'elle est, mais pour porter la construction européenne dans tout ce qu'elle peut avoir de démocratique et de citoyen. Ok, merci. Il y a du job. Est-ce que, voilà, monsieur, levez bien la main, on va vous apporter un micro. Voilà, on vous amène le micro. Merci de vous présenter, cher monsieur. Bonjour, Verja, expert comptable. Je vais inverser la parole à M. Constantin. Oui, je suis administrateur de l'IUT. Je reconnais un administrateur du conseil d'administration de l'IUT. Je vous en remercie. Je voulais inverser la position. Quand on est bénévole, et c'est le cas de M. Constantin, et moi je le suis aussi dans d'autres structures, et qu'on a affaire à des professionnels à qui on délègue, mais qui sont en fait les moteurs du système, comment cette délégation et comment ce dialogue peut se faire. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'abord, monsieur? C'est très difficile, parce qu'on a un peu l'impression d'être comme un chien dans un jeu de quilles, mais en même temps, on a quand même une autorité et on a une responsabilité. Et donc, c'est cette démarche-là qui est très difficile à gérer dans ces cas-là. Alors, j'aimerais bien avoir le sentiment de M. Constantin et de Madame. Non, c'est pas vrai, donc... Non, je vous en prie, des détails. Non, est-ce qu'effectivement, dans la posture... Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière, monsieur? Il y a le rapport à la notion de compétence, c'est ça? Qu'est-ce qui pourrait être différent à partir du moment où cette personne est... On va vous redonner un micro. Merci, Steven. Qu'est-ce qui, dans la représentation que vous en avez, change, monsieur? Si cette personne, elle a la fonction d'animer, etc., et d'avoir cette responsabilité-là, qu'est-ce qui change? Donc, il y a une délégation d'autorité, mais cette délégation d'autorité, de l'instant, on est dirigeant d'une structure associative ou, comme M. Constantin, par exemple, président de l'IUT Lumière, on se retrouve dans cette structure-là comme étant le patron, mais avec une démarche beaucoup plus complexe dans la mesure où on a en face de nous des professionnels qui ont leur propre analyse, qui ont leur propre méthode il parlait du directeur actuellement et toute l'équipe qui va avec, et il y a une magnifique équipe. Mais le problème qu'il y a dans la démarche, c'est comment on peut faire le poids en tant que compétence. Alors, Laurent, face à ça. Comment on est capable de gérer cette compétence. Alors comment on fait le poids, Laurent? Déjà, j'ai compris. Il faut qu'on discute. Il y a un doute. Il y a un doute sur la compétence du président. La question président. est intéressante, non, globalement. Je n'ai pas saisi. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la reconnaissance derrière. Hein. Comment vous voyez votre rôle en tant que président de l'UT face à des gens qui sont, dans ce que j'ai entendu, des professionnels? Alors je le suis aussi, mais j'espère. Oui, voilà, allez, oui. Ah oui, c'est bon, il me rassure. D'abord, oui, alors merci d'avoir fait un clin d'œil que je n'ai pas fait, mais en effet, le mandat UT est un mandat bénévole. Et pour votre information, la présidence de TLM, c'est moi qui ai demandé aux actionnaires de ne pas être rémunérés. Parce qu'on était dans un schéma de retournement d'entreprise. Et comme je savais que j'allais fortement demander aux salariés et que j'avais prévu une centaine de décisions en 3 mois, donc on était vraiment à une décision par jour, et pas une décision, on change la couleur du bocal. Hein, ce n'était pas le sujet. Eh bien, j'ai demandé à ne pas être rémunéré pour pouvoir dire ensuite à l'équipe, les gars, on est tous dans le même navire. Mais en même temps, dans votre fonction, ça ne change rien. Si Comment? vous dans votre fonction de... Ah non, dans ma manière de faire, être payé ou pas payé, ça ne change rien, ça. Après, comment je me sens pro, etc. Enfin, j'ai du mal à...
On a l'impression que le rapport n'est pas le même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des gens, parce que j'ai cru comprendre dans ce que disait monsieur, dans une entreprise, tout le monde est lié par un contrat de travail, il y a une notion de statut. J'ai pas ce sentiment. Chez Non, Acti, j'ai pas le sentiment que l'équipe avance parce qu'il y a un patron qui leur paye tous les 30 jours quelques euros. Vraiment pas. J'espère un peu plus que quelques euros. Alors c'est vrai, c'est quelques euros. Hein. Vous en donniez 2000, c'est quelques euros, ou 4000 ou 6000, j'en sais rien. Mais c'est vrai que non, mais à l'IUT, le job d'un président, il n'est pas dans l'opérationnel. Il faut être très clair. Il y a quand même une grosse maison qui s'appelle l'Éducation nationale, qui donne quand même un cadre très précis, voire parfois trop précis. Ensuite, il y a l'université, qui donne un autre cadre, parfois précis, trop précis, sur le plan budgétaire. Mon job, c'est plutôt de vérifier qu'on va de nouveau la vision, où est-ce qu'on va. Par exemple, notre IUT est le seul IUT 100% en alternance en France, créé il y a 20 ans. C'est pour ça que j'en ai accepté la présidence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur l'alternance, j'ai considéré que l'équipe professeur encadrant avait déjà une ouverture d'esprit à la notion d'entreprise. Une vision partagée. Vision partagée. Ensuite, alors peut-être tu ne le sais pas, mais avant d'accepter, pendant 6 mois, j'ai demandé à rencontrer Michel Grivel, le président, de nombreuses fois, et le directeur de l'époque de nombreuses fois, et on s'est parlé à cœur ouvert. J'ai clairement abordé des sujets. Voilà. J'ai demandé le rapport aux étudiants. Est-ce que c'était syndicalisé, pas syndicalisé, Laurent, ça ne change etc. rien fondamentalement. Ça ne change rien. C'est-à-dire que vous faites votre photo avant d'y aller. Vous n'y allez que si vous avez l'intime conviction d'apporter quelque chose. Moi, je ne prends pas la présidence d'un IUT parce que je vise une Légion d'honneur ou parce que je veux une ligne de plus sur mon CV. Ce n'est pas le sujet. À un moment donné, je le prends parce que, je me dis on me fait confiance. Ouais. C'est-à-dire que le syndicat patronal dit Laurent, tiens, on pense que tu pourrais postuler pour ça. Je dis OK. Là, vous flippez un peu, parce que vous dites mais attends, quelle légitimité j'ai en tant qu'entrepreneur à aller présider un IUT? C'est l'éducation nationale, c'est fonctionnaire, c'est etc., etc. Mais je n'ai jamais œuvré dans ce domaine. Voilà. Et puis vous dites on me fait confiance. Donc tout comme toi, Laurent, parfois tu fais confiance en déléguant. Si on te fait confiance, c'est qu'on considère que tu as a priori le potentiel pour comprendre les enjeux. Délégation dans votre sens. Laura, par rapport à ça, sur l'ambiguïté de la question, on a du mal autour de... Qu'est-ce que ça vous suggère? Rien? Tellement de choses que j'ai du mal à... Non, mais honnêtement, je ne sais pas, parce que n'étant pas pour ma part bénévole ou n'ayant pas ces expériences-là, j'aurais du mal à juger. Je ne suis pas sûre que ça change fondamentalement. Apparemment, vous le vivez, donc du coup, vous le savez mieux que moi. Donc je me rabats sur ça, je préfère. Monsieur. Oui, bonjour. Je pense que le mot a été Je peux dit, demander juste de vous présenter. Oui, monsieur. je m'appelle Olivier Gaillard, je travaille dans le secteur de la construction. Je vous en prie. On vous voit pas, on est éclairé en fait. Je pense que la question sous-jacente, le thème sous-jacent à la question de monsieur, le mot a été dit, c'est la légitimité. Vous parliez tout à l'heure d'alignement. Est-ce que je me sens légitime dans le poste que j'occupe pour déléguer? Est-ce que je suis aligné avec cette fonction? Pour moi, c'est ça ce qui est sous-jacent. D'accord, donc pour vous, c'est la question, c'est de la légitimité. Oui. Que je peux m'attribuer moi-même et qui m'est attribuée par les autres aussi. Et j'ai beaucoup aimé le discours de monsieur. C'est pour être à l'aise avec cette fonction, cette notion de déléguer aux autres, il faut d'abord que je sois à l'aise avec ma fonction. Est-ce que je sois au clair avec quel est mon rôle dans le... Et c'est le point de départ de tout en fait. Où est ma valeur ajoutée? Si je sais situer ma valeur ajoutée dans les 2%, j'ai aucun problème à déléguer les 98%, c'est clair. Pour moi, c'est assez... Là, on parle d'un bon management ou d'un management où effectivement la personne chercherait de la légitimité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On voit bien qu'il y a des gens qui ne cherchent pas forcément à être à des endroits parce que c'est légitime. Ils cherchent à y être parce qu'ils visent à y être et à avoir effectivement des lignes sur le CV. Et malheureusement, on constate quand même qu'il n'y a pas encore... Il faut être animé d'une certaine volonté d'être là et d'être en place parce qu'il y a l'idée qu'on peut s'impliquer dans ça. Et il y a aussi beaucoup de gens qui acceptent des missions qui ne réalisent pas, qui ne sont pas présents en réunion, qui ne font pas ce genre de choses parce que c'est pour servir d'autres projets personnel. Donc là, ça demande quand même effectivement... C'est la question du sens qu'on donne aux choses. Exactement. Et des personnes qu'on est au fond, ou qu'on a envie d'être. Complètement. Après, la légitimité, elle s'acquiert par l'expérience. Hein. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans ou 3 ans et demi de présidence IUT, j'ai mis 1 an et demi à comprendre la comptabilité, propre à un IUT, qui n'est pas tout à fait la comptabilité d'entreprise. Mais après, j'ai envie de dire, je suis accompagné moi-même par mon syndicat patronal. On a des réunions de mandataires éducation, on va dire, au sens large, tous les 3 mois, où pendant un déjeuner de 2 heures,
chaque mandataire évoque éventuellement les difficultés, ou etc. Et le syndicat nous accompagne en disant là-dessus, tu peux réagir comme ça, ou tiens, appelle ton père, entre guillemets, qui lui est administrateur ou président d'un autre IUT, etc. etc. Donc là, pour le coup, c'est moi qui suis celui qui a reçu la délégation. Ça se construit, la légitimité, ou c'est quelque chose qui est donné, parce que c'est intéressant derrière ça, c'est complexe, non? Ça se construit. Ouais. C'est sûr qu'il vaut mieux avoir quelques lignes sur un CV pour pouvoir prétendre à différentes choses. C'est donc donné par l'extérieur. Ça se construit que par un CV? Non, je pense que c'est une question aussi de... Ça part de soi, en fait, la légitimité aussi. Je pense que plus on croit en soi, plus on se rend légitime aux yeux des autres. Ça, nécessairement. Si vous êtes... si je prends un exemple personnel, par exemple, moi, je fais de la philosophie, j'interviens dans les entreprises. Donc dans les entreprises, je suis experte de rien, experte, disons, des thématiques que j'aborde, je ne suis jamais experte, mais on ne me demande pas d'être experte en fait des thématiques que j'aborde, on me demande justement de ne pas être experte de ces thématiques pour venir les aborder, c'est un paradoxe. Et c'est vrai que vous êtes dans un truc, vous dites la légitimité, moi, avoir un doctorat, c'est me rendre légitime aux yeux de mes pairs en philosophie, c'est de me rendre légitime si j'ai envie d'avancer sur d'autres points. Il y a beaucoup de choses à avancer comme ça, mais j'ai compris en tout cas aujourd'hui quelque chose qui m'apporte, c'est qu'avant, quand j'allais enseigner, alors maintenant c'est avec les entreprises, mais quand j'allais enseigner, j'y allais avec tous mes papiers, mes PowerPoint, tout ce qu'il fallait que j'applique, parce que j'étais convaincue que c'était en appliquant ce que j'avais appris que je serais en tout cas meilleure dans ce que je ferais. Et j'ai compris maintenant que c'est en m'impliquant dans ce que je fais que je gagne encore plus en légitimité. Et quand j'arrive et que je pose ces notes et que je parle de la façon dont je les vis, eh bien, tout simplement, les gens sont plus sujets et enclins à comprendre et à partager, et donc, du coup, à m'octroyer une légitimité. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui me demande quels sont mes diplômes, quelle est mon expérience, alors que j'ai eu une entreprise aussi pendant 2-3 ans avec des philosophes, mais plus personne ne me demande rien. Et jamais. Par contre, moi, j'ai envie d'aller au bout de mon doctorat pour me prouver cette légitimité personnelle. Mais la question de la légitimité, c'est aussi ce qu'on en fait, en fait. Là, c'est ce que je me sens légitime. Exactement. À partir du moment où vous vous sentez légitime donne. dans quelque chose, vous en parlez aussi d'une façon... Laurent? Moi, j'aime bien la légitimité qui s'acquiert par ce que l'on fait, par le côté besogneux. Voilà. Et ensuite, j'aime bien la légitimité d'un manager qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Voilà. De partout où je suis, quand je prends une décision, elle est respectée et elle ne change pas. Voilà. Et ça, c'est important. C'est-à-dire quand vous dites à un salarié, OK, aujourd'hui, je t'embauche à 25 000. Par contre, si tu es encore là dans 6 mois, tu passes à 27 000. En 15 ans, il n'y a pas un salarié qui a eu besoin de me rappeler 5 mois et demi avant, au fait, à la fin du mois, comme je suis toujours là, tu vas m'augmenter. Non. Voilà. La parole a été prise 6 mois avant, et donc c'est noté dans les tableaux Excel que 6 mois plus tard, il sera augmenté s'il est toujours là. Je vous en prie, monsieur. Oui, bonjour. En fait, j'ai une question pour madame. Je ne comprends pas bien votre raisonnement. Vous vous annoncez comme professionnel de la pensée. D'ailleurs, vous avez fait appel à des lumières qui avaient quand même comme but l'émancipation de soi, c'est-à-dire penser par soi-même. Oui. Et d'un seul coup, vous nous dites, pour pouvoir adhérer à un récit d'une entreprise, il faut vraiment faire en sorte qu'ils adhèrent à une sorte de storytelling. Les récits qui a Pardon, annoncé, on n'a pas entendu, monsieur, une sorte de... Faire du storytelling. En fait, quand on fait du récit... storytelling, d'accord, pardon. On a toujours une ambivalence. Si je prends les mots, quels qu'ils soient, ils portent une potentialité qui peut être décortiquée en fonction des intérêts et de la personne qui l'analyse. Donc, à partir de ce moment-là, il y a déjà problème dans cette contradiction qui me paraît tout à fait antagonique, pour être clair. Je ne peux pas à la fois faire appel à l'indépendance de la pensée, l'émancipation qui est sociale, globale, universelle, et en même temps dire aux gens, adhérer à mon storytelling. Par ailleurs, monsieur, vous dites, je suis tout à fait d'accord dans le fait qu'il faut déléguer. Et la délégation, elle ne passe plus par la soumission. N'empêche que la notion de 2% que vous gardez pour vous, c'est une contrainte inaliénable. C'est une obligation de se soumettre à ces 2%. C'est totalement contradictoire, je ne comprends pas. C'est souvent du storytelling. En fait. Ok, on va voir. Merci, monsieur. On va essayer de vous répondre. Non, c'est intéressant de dire ça, mais alors, du coup, pour rebondir, je n'ai pas parlé de storytelling, j'ai parlé du récit de Ricoeur. Mais le storytelling, c'est finalement... le storytelling, c'est... Alors, il y a une histoire qui est narrée, et puis vous rentrez dans cette histoire. Si vous n'avez pas envie, vous quittez le navire, et puis on change. Voilà, le storytelling, c'est je viens raconter une histoire. Et derrière l'idée de je viens raconter des histoires, souvent on raconte quelques histoires.
hein, pour jouer sur les mots. Et c'est vrai que le storytelling est justement un petit peu galvaudé en ce moment parce que, à force d'avoir des récits, vous savez, c'est un peu l'ère du team building. Je viens vous raconter une histoire pour fédérer, mais en fait, on fédère sur une journée, puis au final, au bout d'un mois, tout est pareil. C'est un peu le beau discours en amour. C'est comme vous voulez, on peut faire ça sur tous les points. C'est quelque chose du one shot, c'est bien, c'est efficace sur le coup, c'est joli, puis derrière, ça retombe comme un soufflet. Ça, c'est du storytelling. Moi, quand je vous parle du récit de Ricoeur, réussir à faire groupe, à faire réunion, c'est des choses où il y a de la construction. On n'est pas sur une histoire qui est narrée, on est sur une histoire qui se co-construit. C'est-à-dire que le récit, c'est effectivement l'histoire, elle est en même temps qu'elle se narre et qu'elle s'écrit. Visionner un storytelling, c'est j'arrive et je vous dis l'histoire, elle est là et fin. Non. Moi, la façon dont je pense, dont je relis Ricoeur, c'est ce récit qui se co-construit en permanence au sein et avec les gens et avec l'équipe, vous en tant que manager. Et en fait, il n'y a jamais fin. C'est une écriture qui se fait au gré du contexte, qui bouge, qui est malléable. C'est pas une histoire qui est écrite d'avance, c'est une histoire qui se construit. Est-ce que ça veut dire, pardon, est-ce que ça veut dire, Laura, parce que j'essaie de faire le lien avec ce que pourrait être la culture d'entreprise, l'histoire de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est en évolution permanente, qui se co-construit. Oui. Ou pas, ouais. En tout cas, d'être dans ça, parce que là où je vous rejoins totalement, c'est des entreprises comme Apple, différentes entreprises qui ont des storytelling fortes ou d'autres structures. En fait, clairement, les entrepreneurs peuvent devenir des espèces de petits ouvriers qui doivent répondre à l'histoire telle que c'est. Et là, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, ce qui est important, c'est le rôle à jouer. Si je vous mets autour d'une table et je vous dis l'histoire, elle est comme ça, vous allez peut-être la jouer à un moment donné, mais vous ne serez pas bien. Vous ne serez pas bien, parce que le rôle, voilà, vous n'allez pas trop parler, vous êtes là, vous êtes investi dans quelque chose, mais au final, ça, c'est une histoire qui est apposée dans laquelle on vous formate. Ça, c'est du storytelling. Le récit, c'est accorder la possibilité de pouvoir vous accorder un rôle, d'y être bien et de faire partie d'une histoire. Donc, je suis beaucoup plus récit Ricoeur que storytelling. Steve Jobs. Laurent, petit commentaire à ça, ou on a une autre question sinon? Enfin, c'est storytelling si en face, face à mon propos, on ne trouve pas des preuves du discours. S'il y a des preuves du discours, je ne suis pas dans le storytelling. Donc, comme je fais une intervention en public, si j'étais dans le storytelling, je serais bien médiocre. Je prendrais un danger fort, parce que je mettrais en cause l'image des entreprises que je préside. Ensuite, ça peut me faire réfléchir, ça peut peut-être m'interroger sur le fait de devoir libérer les 2 derniers pourcents. Enfin, si dans libérer les 2 derniers pourcents, il y a par exemple que demain le délégué de TLM s'autorise à faire entrer un actionnaire sans m'en parler, ça pose question quand même. Si chez Acti, ça autoriserait un salarié à prendre des contacts, voire à avancer très fortement avec un confrère en expliquant qu'il y a un rapprochement dans l'air du temps, ça m'embête aussi. Enfin, à un moment donné, non mais voilà, je veux dire, c'est pas storytelling quand je dis que je garde 2%. Et c'est pas antagoniste non plus. C'est-à-dire que, tout comme quand un collaborateur chez Acti me dit « Laurent, on doit investir dans tel et tel matériel, etc. », j'ai envie de dire c'est son 2% de territoire. C'est-à-dire que je ne m'autorise pas à lui dire « Pourquoi tu as pris du schmurz plutôt que du schmurz ?» Voilà, il me dit « Laurent, il y en a pour 20 000 €. Et moi, il me dit « T'es d'accord ou pas ?» Je dis « Mais j'ai pas de réponse, mon garçon. » Je lui dis pas c'était 2% à toi, mais c'est lui qui sait ce qu'il faut acheter comme matériel. Donc je dis voilà, tu lances ta commande, basta. Enfin. Monsieur. Oui, Roland Jacquet, je suis élu à la métropole et je m'occupe un peu des questions économiques. Et ça fait plusieurs fois que j'assiste d'ailleurs aux conférences philosophie et entreprise. Et je trouve d'ailleurs que le plan de développement adopté récemment de la métropole aurait dû indiquer dans ses objectifs la mise en avant du dialogue avec les sciences humaines, les sciences sociales, pour justement le management, mais aussi une autre conception de l'entreprise qui part du développement et de l'émancipation humaine. Là où je voulais rebondir, c'était sur la question des 2% et de la contradiction qu'il y a à ne pas déléguer cette question-là. C'est moins la question de la délégation qui m'interpelle. C'est la question des 2% stratégiques qui surdéterminent l'ensemble de l'activité de l'entreprise ou de l'économie en général, qui, ça, n'est jamais co-construit, qui est toujours imposé. Alors que votre sentiment, monsieur, ça serait je que prends ça devrait être... Oui, je prends l'exemple que ces 2%, pour le moins, devraient être co-construits. Je prends l'exemple, par exemple, l'usine Bosch à Vénissieux, Bosch Diesel à Vénissieux, qui, ses choix stratégiques, ne les met pas en débat. Certes, on peut avoir dans les entreprises des discussions sur l'organisation du travail, sur la vie quotidienne, sur les questions
de ce qui peut être délégué, bien sûr, mais le mur qui fait qu'il y a des incompréhensions phénoménales dans nos sociétés, c'est qu'on considère que les salariés comme les citoyens ne sont pas à même d'accéder à la réflexion des choix stratégiques, que ce soit pour Alstom. On va vous répondre, monsieur. Vous voyez ? Ouais, très bien. Je crois que Et là, Laurent Piève d'impatience, il semble qu'il a bien compris. Il faut franchir un pas. Laurent, et puis, non, alors, au début, vous entendez ce qui est dit, j'entends, mais c'est pas ce que je pratique. Alors, au début, je savais pas trop où vous alliez, et j'allais vous répondre en disant, mais je ne suis pas une association ni une coopérative ouvrière, donc c'est pas un homme, une voix. Je suis une entreprise privée. Ça veut dire que si aujourd'hui il y a des emplois qui ont été créés, c'est parce qu'un jour, le fils d'ouvrier a accepté de casser son petit cochon, de mettre ses sous sur la table, de bosser beaucoup, du lundi au dimanche, 15 heures par jour. Et c'est mon choix de prendre 1 500 € par mois quand mes collaborateurs prenaient plus. Aujourd'hui, c'est peut-être inversé. Moi, ce que je voulais dire dans le 2%, là où je n'autorise pas, c'est si la personne, elle enclenche pour aller à la signature sans m'en parler. En revanche, chez Acti, il y a un comité stratégique dont on ne parle pas de est-ce qu'on achète une machine à café. Mais vous êtes dans ce que monsieur appelle ces 2% où on peut co-construire quand même ensemble. C'est pas chasse gardée. Ah mais non, on co-construit chez Acti. Enfin, franchement, écrivez à des collaborateurs d'Acti, vous verrez, c'est de la co-construction permanente. Et Acti ne serait pas là où on est s'il n'y avait pas eu la co-construction. Parce que moi, je suis incompétent pour diriger cette entreprise. Celui qui me l'a dit, c'était le banquier à l'époque, en 2001, quand je lance l'entreprise. Laurent, c'est quoi alors ? Quand vous disiez tout à l'heure, il y a 2% où on n'y touche pas. Ça serait le fait d'aller trop loin dans l'enclenchement de quelque chose qui impacte la structure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous êtes entreprise privée, ou si demain, je sais pas, si demain à l'IUT, imaginons qu'un prof dans son coin enclenche et fait tout pour créer une nouvelle licence. Et qu'on découvre un jour qu'on reçoit un courrier du ministère qui dit « Tiens, on vous donne le feu vert pour la licence ». Ça serait quand même embêtant. D'accord. Voilà. Donc évidemment que là, je n'autorise pas à... Voilà. Par contre, quand bureau d'IUT, quand on analyse les entrants et les sortants et qu'on s'aperçoit qu'une licence est en train de fatiguer et qu'on pense que tactiquement, il n'y a rien à faire pour la réanimer, eh ben, il faut qu'on décide ensemble de l'arrêter peut-être. Voilà. Mais alors, ensemble, on doit le faire intelligemment, parce que si on ferme une licence sans prévoir la suivante, c'est perdu d'avance, quoi. Voilà. Donc, mais ça se fait ensemble. Pardon, monsieur. Non. Oui, il est d'accord. Ah oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne dirige pas une boîte si... Enfin, le patron qui sait tout, qui machin, c'est terminé, cette histoire-là. Enfin, puis ça ne m'intéresse pas, moi, en tant que patron. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est ce qu'ont vécu mes parents. Voilà. S'ils m'avaient eu plus tôt... je les aurais conseillés pour aller au prud'homme. Enfin, j'exagère, mais en tout cas, j'aurais pas conseillé d'aller au prud'homme parce que c'est pas mon schéma. Mais je leur aurais probablement d'abord conseillé de poser des questions dans la boîte. Et s'il n'y avait pas les réponses, parce que dans la boîte où ils étaient tous les deux, je pense qu'il n'y aurait pas eu réponse, je les aurais convaincus que leur talent devait s'exprimer dans une autre entreprise, avec des entrepreneurs un peu plus open-minded. Vous voyez ? Voilà. Léman, peut-être, et puis on reprend une question, pardon, parce que le temps file vite. Je complète d'une phrase, mais juste peut-être pour dire, effectivement, peut-être que les 2% intangibles, c'est déjà le fait de ne pas vous solliciter. Parce qu'à partir du moment où la personne ne vous sollicite pas, c'est qu'elle sort de l'idée de la co-construction. Donc ce qui est vraiment intangible, c'est le fait de ne pas être sollicité par rapport à ça. Puisque si on ne vous sollicite pas, c'est que du coup, on n'est plus dans le co-récit, quoi. On est dans quelque chose où il y en a un qui va faire tout seul. Allez, monsieur, je prends votre question. Il y a un monsieur là-haut, levez la main, monsieur. Puis après, pardon, il va falloir qu'on arrête. Bonjour, je m'appelle Philippe Mounier et j'ai une question, donc, monsieur Constantin, c'est ça ? Oui. Chez TLM, comment on travaille avec une équipe aussi prestigieuse comme monsieur Rousset, monsieur Mérieux, Tony Parker ? Et puis la deuxième, comment on manage et comment on délègue une équipe de journalistes ? Ok. Alors, vous avez compris, Laurent. C'est pas si simple que ça, je pense. Laurent, tout ça en 2 minutes. Alors, comment on travaille avec les actionnaires que nous avons chez TLM ? Ça, c'est très très facile, parce que je suis actionnaire. Donc, la relation est différente, on est à l'équilibre. Ce sont des pairs, on peut dire ça, PAIR ? Non, c'est pas le lien que je créerais. Enfin, c'est pas le lien. Non, mais c'est une question. Comment on travaille avec eux de manière très directe, très franche, très directe. Ensuite, j'ai pas les X actionnaires chaque jour au téléphone. On est un pôle de 3 actionnaires à être fortement mobilisés. Roland Chéniaud, le PDG de Toupargel. Enfin, pas PDG, mais Toupargel.
Jacques Gaillard et moi. Là, on peut en effet échanger de manière opérationnelle, pas chaque jour, mais quasiment chaque jour. Mais la relation, elle est très simple et très directe parce qu'on partage la même vision. On veut que TLM soit rentable, mais ce n'est pas une rentabilité comme quand j'investis chez Axeléo, qui est un accélérateur de start-up, où là, c'est un investissement patrimonial, entre guillemets. Chez TLM, on n'est pas là-dedans. Les 15 entrepreneurs que nous sommes, quand Rousset, Mérieux et les autres, et moi, quand on met nos sous, c'est d'abord la défense de notre démocratie locale. C'est-à-dire qu'on a tous, en tant qu'entrepreneurs, l'intime conviction que les entreprises se développent bien dans un environnement où la liberté se porte bien. Voilà. Alors, comment on fait avec les journalistes, justement? Parce que derrière, après, comment on fait avec les journalistes? C'est plus compliqué. Il est à l'aise, monsieur, là. C'est plus compliqué, peut-être parce que je ne suis pas journaliste. Et ayant fait ce constat, c'est peut-être pas un hasard si le délégué général que j'ai recruté est un ancien journaliste. Les journalistes ont un sens critique très développé, mais c'est normal, là, pour le coup, c'est la clé de leur métier, de savoir regarder la montagne des deux côtés. Après, ils ont un schéma de pensée qui n'est pas forcément celui d'un entrepreneur et encore moins d'un actionnaire. Même si aujourd'hui, on a maintenant encore un salarié qui est actionnaire, un journaliste salarié qui est actionnaire. On en avait d'autres, mais on les a rachetés. On les a rachetés là, dans l'année qui s'est déroulée. Mais la question, il y a une manière de faire ils particulière? Ils n'ont pas le même regard que nous parce qu'ils partent d'un postulat qui, entre guillemets, est juste, même si moi, il ne me paraît pas pertinent en tant que gestionnaire, c'est de dire l'information n'a pas de prix. Comme quelqu'un dans la culture pourrait dire la culture n'a pas de prix. C'est pas faux, mais la motivation d'un journaliste? Alors là, il faudrait leur poser la question, parce que moi, répondre pour eux, c'est compliqué. Mais je pense que... Attendez, monsieur, parce qu'on a encore une autre question, il va falloir qu'on arrête après. La motivation d'un journaliste, c'est probablement de contribuer... Est-ce que ça veut dire, Laurent, qu'on est dans une logique un peu de négociation, finalement? On fait se rencontrer deux univers qui ne... Moi, je pense que chez TLM, on est quand même dans un contexte particulier, qui fait qu'on est moins dans la négociation, etc. Je pense qu'ils ont pris conscience... Enfin, TLM, quand même, ça a été une très belle télévision quand il n'y avait que 7 chaînes. Aujourd'hui, il y a 400 chaînes plus Internet. Ça veut dire qu'il y a 10 000 possibilités d'avoir la météo ou d'avoir une info locale. Je pense qu'ils ont compris maintenant que l'ère où il y avait des actionnaires qui pouvaient chaque année mettre 1 ou 2 millions d'euros, parce qu'on a eu des années avec des pertes à 1 ou 2 millions. On a là, depuis 2010, investi encore quelques millions d'euros, nous, actionnaires. Je pense qu'ils ont compris maintenant quand même que cette entreprise c'était une entreprise, donc c'était inscrit au greffe du tribunal. Ça peut mourir. Ok, pardon, parce que, voilà, monsieur, on prend votre commentaire ou question, et puis après, j'ai juste une toute petite question pour vous. Vous avez 30 secondes chacun, et puis après, on arrête. Oui, bonjour, Gilles Dugardin. Moi, j'avais une question purement pratique. Purement pratique, on dit que le travail d'entreprise, c'est un travail à temps plein. Comment cumuler 3 postes de chef d'entreprise, sachant que les journées, donc 24 heures? Ok, je vous propose de lui répondre après. Ah, je pense que c'est mieux. C'est très facile, c'est-à-dire que vous n'acceptez un poste que si vous êtes sûr de pouvoir l'assumer. Ensuite, il faut avoir une rigueur de l'agenda. C'est-à-dire que j'aime bien être à l'heure et finir à l'heure. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut un bon numéro 2. Et ensuite, il faut comprendre qu'un entrepreneur, ce n'est pas fait pour faire. C'est fait pour motiver les gens, c'est fait pour partager la vision, etc. Voilà. Et puis, il ne faut surtout pas aller sur l'écueil de l'ego. Voilà. La meilleure manière de bien gérer ses casquettes, c'est de rester humble et simple. Voilà. Comme ça, vous ne vous dispersez pas sur de mauvaises choses. Ouais. Alors, ma dernière question est très simple. Savoir dire non aussi. Voilà. Parce que je pense à d'autres choses qu'on a pu me proposer, et je disais non. Parce que si je le prends, ça me flatte, mais je sais que je ne ferai pas le job. Et je ne suis pas un homme politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je prends l'engagement, je fais le job. Voilà. Et notre boulot à nous, c'est de renouveler ça. Voilà. Comme je voudrais qu'on finisse à l'heure, merci Laurent. J'ai entendu. Je voulais, en 30 secondes, est-ce qu'il y a dans l'échange qu'on a eu pendant 7h15 un point dont vous vous dites, tiens, ça m'a particulièrement intéressé, peut-être un peu inattendu, quelque chose, parce que c'est intéressant de... En une seconde, je réfléchirai sur les 2%. Laura, est-ce qu'il y a dans Moi aussi.
Non, mais ça me va très bien parce que je vais terminer à l'heure. Non, je déconne, mais si vous avez une phrase encore. Juste une, je terminerai juste sur ça, peut-être pour dire effectivement, comme je vous disais, j'aime bien les formules, que déléguer, en tout cas, ça ne doit pas rester, et il est mieux que ça ne reste pas une formule ou une définition qu'on enfermerait dans un carnet en la suivant coûte que coûte et qui a une vocation comme une définition un peu universelle, être partagée par tous, mais plutôt à incarner, et du coup, déléguer, ça n'est que ce qu'on en fait. Voilà, parfait. C'est tout. Et moi, je vais le faire en mode boutade. Vous êtes en fait les meilleurs acteurs de la délégation, puisque en venant ici, vous nous avez délégué le fait que ça serait intéressant, et ça, vous ne le saviez pas d'avance. Et d'ailleurs, ça l'est peut-être pas. Donc voilà, merci à tous. Merci.